La table ronde est sur les modèles économiques. Quel modèle économique pour conjuguer durabilité, accessibilité et équité, et pour en discuter et témoigner avec leur expérience. À ma gauche, Perrine Tavernier, qui vient de la communauté de communes du Val-de-Drôme. Vous connaissez peut-être la Biovallée, on en a quand même pas mal parlé dans les journaux. Perrine, elle a fait Sciences Po, gestion de projet de développement local, chargée de mission agriculture et agroalimentaire à la communauté de communes du Val-de-Drôme. Et elle est coordinatrice du programme Système alimentaire innovant. Et on va en parler. Elle va nous expliquer comment ça marche et comment ça marche bien économiquement. Hein. Voilà. Hein. C'est vraiment un projet à grande échelle. À ma droite, projet aussi, on n'a que des projets à grande échelle là. Hein. On peut vraiment, on est les mains dans le cambouis des grands modèles économiques. Véronique Blanchot, elle vient d'Andes, qui est le réseau des épiceries solidaires. Vous nous raconterez ce qu'est une épicerie solidaire. Et surtout, elle est en charge du programme unitaire qui a comme originalité d'unir d'un côté donc les épiceries solidaires et de répondre à leurs besoins en fruits et légumes frais avec les paysans en difficulté, c'est-à-dire en gros de deux faiblesses d'en faire une force, quoi, hein. Vous allez nous raconter ça. Et puis Nicolas Chaban, qui lui vient aujourd'hui nous parler de la marque consommateur, la marque du consommateur, avec la fameuse brique de lait dont on parle beaucoup, définie en termes de contenu par les consommateurs, sur la qualité du lait, sur la rétribution du paysan, etc. Mais que vous connaissez déjà sous d'autres noms, parce que c'est un activiste des modèles, des nouveaux modèles économiques, avec la marque Le Petit Producteur, hein, défendant les productions fermières, on va dire, et puis peut-être plus connu, Les Gueules Cassées, c'est-à-dire la valorisation des légumes et fruits déformés, un petit peu moches, quoi, voilà, que vous pouvez trouver aujourd'hui dans un certain nombre de GMS. Hein. Voilà. Donc, on va commencer peut-être, Véronique, vous allez nous raconter, Véronique, son travail, c'est un immense arc de la Bretagne au Tarn, hein. C'est comme ça, à l'Occitanie. Encore un peu plus loin, puisque l'Occitanie, maintenant, s'étend en ancien Languedoc-Roussillon. Bon, voilà. Donc, ce qui est quand même un arc qui traverse les bassins allaitants, la polyculture élevage. Hein. C'est aussi là où on trouve des paysans en difficulté. Donc, vous allez nous raconter d'abord, ma première question, ça va être comment vous définissez une épicerie solidaire, et ma deuxième à suivre. Tout ça relativement ramassé dans le propos. On ne va pas se laisser aller à la culture de la tchatch. Comment vous est venue l'idée de rassembler deux misères? Alors d'abord, une épicerie sociale ou solidaire c'est une petite structure, type petit commerce d'alimentation, mais qui est destinée à des personnes en situation de fragilité économique et qui sont orientés par des travailleurs sociaux très, très souvent sur ce type d'aide alimentaire. Ils peuvent se ravitailler en libre service, et ça c'est très très important. Et surtout, ils participent économiquement à l'achat des produits. Lorsque j'achète un produit 1 €, ils le payent entre 10 centimes et 30 centimes d'euros. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc l'important, c'est que la personne garde de la dignité, se redresse, et du coup qu'elle ait aussi un sentiment d'être un acteur, et donc du coup un consommateur, et pas juste un simple bénéficiaire qui baisse la tête et qui dit merci. Le projet m'est venu d'un double constat. Le premier, ces structures, ces épiceries, arrêtez pas de me dire au secours, on manque de fruits et de légumes, et on sait que malheureusement, obésité et précarité sont deux mots qui riment, et cette sous-consommation de fruits et de légumes en particulier de la part des bénéficiaires de l'aide alimentaire était essentiellement liée à un problème d'approvisionnement des structures qui, vous savez, l'aide alimentaire est souvent basée sur la lutte anti-gaspi, c'est-à-dire les restes. Et la salade, lorsqu'elle a passé la semaine sur un étal de supermarché et qu'elle arrive dans une épicerie, ne donne pas très envie d'être consommée. La deuxième problématique auquel il fallait que je fasse face, c'était le gros problème de petits producteurs fragilisés qui nous étaient de plus en plus orientés vers les dispositifs d'aide alimentaire, et en particulier les épiceries. Et là, on est face à un paradoxe.
j'ai en face de moi un producteur qui est censé me nourrir, pour lequel, moi qui travaille dans l'aide alimentaire, vais devoir aller chercher des produits. Du coup, de ces deux faiblesses est né le programme unitaire et la mise en place d'un beau projet pour faire, finalement, comme dit mon directeur, moins fois moins égale plus. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une part le résultat en chiffres aujourd'hui. Combien de personnes touchées, combien de paysans associés à ça, un peu une idée, une photo du réseau? Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est 83 épiceries sociales et solidaires. C'est plus de 30 000 personnes qui bénéficient de ces produits frais locaux. Et c'est 208 agriculteurs à ce jour qui bénéficient d'un accompagnement et à qui on précommande des produits pour l'aide alimentaire. Deuxième question, c'est, parce qu'on est dans le modèle économique, comment on rétribue les paysans? Alors, les paysans, eh bien, on les rassemble autour d'une table, et là, on ne va pas tarder, le mois de décembre va arriver, décembre-janvier, et on va voir avec eux quel est le prix loyal, le juste prix entre guillemets, mais on ne peut pas parler de juste prix parce qu'avec une agriculture souvent subventionnée, c'est un petit peu compliqué. Et donc, on établit ensemble une grille de prix qui leur permet de vivre, en fait, combien coûte le plant ou la graine, combien de temps on va y passer, combien de temps il faut pour le ramasser. Avec ces produits-là, enfin avec ces grilles de prix, on va aller vers les épiceries sociales et solidaires. Et grâce à, un accord qu'on a passé avec la DGCS, donc le ministère de la Cohésion sociale, qui a accepté de nous confier une part du financement qui normalement est destinée à de l'achat agro-industriel, on va dire, avec des appels d'offres internationaux, on a réussi à acheter de l'aide alimentaire localement à un juste prix, puisque ces produits sont précommandés et sont achetés au prix défini par les agriculteurs. Mais ce prix, il est valable combien de temps? C'est des contrats? Comment ça se passe? Alors oui, ce prix, il est valable pour une saison entière. Là, ce qu'on va aller définir maintenant, c'est la saison 2018, mais les prix déjà pour la saison 2017 sont déjà positionnés, les précommandes sont passées. Donc en fait, ça rassure le producteur qui non seulement sait qu'il peut aller acheter, sa semence et la planter, mais en plus de ça, on peut faire une lettre vis-à-vis du banquier pour qu'il puisse, mettre un peu plus d'irrigation en place pour augmenter sa production, ou alors, lorsqu'on est dans des situations de redressement aussi, accompagner l'agriculteur. Donc aujourd'hui, ils gagnent leur vie. Pardon ? Aujourd'hui, les agriculteurs gagnent leur vie. Aujourd'hui, les agriculteurs qui travaillent avec le programme, sur la partie des produits qu'ils fournissent, gagnent leur vie sur cette partie-là. Dernière petite question, on y reviendra, mais c'est pour avoir un peu la photographie. Quels sont les 2-3 gros écueils, obstacles que vous avez eu à franchir en bâtissant un modèle comme ça? Alors, on est quand même dans un modèle social, et d'un côté, on a des petits producteurs fragilisés à qui je ne vais pas dire non, mais donne-moi tes produits ou alors baisse le prix maximum, voilà. Et de l'autre côté, j'ai des bénéficiaires de l'aide alimentaire qui, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas lui dire non, mais toi, tu paies le juste prix, quoi. Non, ça coûte 3 €, tu paies 3 €. Donc là, il y a ce delta à gérer, mais on avait une autre problématique qui était finalement comment j'apporte les produits de chez ces petits producteurs qui, honnêtement, n'ont pas le temps, pas les moyens d'amener ces produits dans les épiceries, ou comment chaque épicerie va chercher les produits chez chaque agriculteur. Et donc la problématique de la logistique dans les circuits courts, on y était confronté de la même façon, même si c'est de l'aide alimentaire. Du coup, l'idée m'est venue d'embaucher des personnes de plus de 50 ans qui étaient au chômage, qui étaient au RSA, parce que notre société a tendance à écarter à partir d'un certain âge les personnes, et donc soit parce qu'ils étaient anciens agriculteurs, soit parce qu'ils étaient anciens cuisiniers, soit parce qu'ils étaient de toute manière dans des filières où ils connaissent bien ces produits, ils ont pu non seulement aller chercher les produits au quotidien, donc toutes les semaines, ils vont chez chaque agriculteur chercher les produits et les amènent dans les épiceries, mais en plus de ça, c'est des formidables relais, c'est des formidables personnes qui sont dans la veille et qui nous alertent lorsqu'un producteur, vous savez que les producteurs vont
sont éloignés géographiquement, et donc eux ont souvent une double peine, la peine, j'allais dire, économique, plus la peine d'isolement géographique. Et donc ils nous alertent lorsque, malheureusement, on a des situations assez urgentes, comme des risques de suicide ou des gros problèmes dans l'agriculture. Merci bien, Véronique. Je me tourne vers Perrine Tavernier sur la BioVallée. Vous pouvez en quelques mots résumer la géographie, le profil de cette partie de la vallée de la Drôme et c'est-à-dire le nombre de communes, la population, les activités et la manière dont une initiative comme ça peut faire écho dans votre vision de l'agriculture sur votre territoire. Oui, donc ça va. Très près, c'est tout. Ok. Donc la BioVallée, c'est un territoire qui fait environ 56 communes, qui est situé dans la Drôme et qui démarre sur la vallée du Rhône à hauteur de l'Oriol, donc à hauteur de Valence, pour ceux qui connaissent pas trop. Et donc c'est la BioVallée, en fait, c'est un territoire, c'est un nom qui est apparu en 2009, mais qui représente un territoire où les gens ont l'habitude de travailler ensemble depuis beaucoup plus longtemps, vu que les premiers travaux importants sur ce territoire-là ont été liés au bassin versant, on en parlait tout à l'heure, de la rivière Drôme, ce qui a permis de rassembler les 3 collectivités qui sont sur ce territoire pour travailler ensemble à la dépollution de la rivière et donc à se questionner sur l'agriculture. Sur notre territoire, on a environ un tiers des emplois qui sont liés directement ou indirectement à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Et on est aussi un territoire qui a la particularité d'avoir un taux de pauvreté monétaire qui est plus important que la moyenne nationale d'1 point. Et donc je pense que c'est important de reposer ce contexte-là avant de dire que c'est aussi le territoire où on a le plus d'agriculture biologique en France, parce qu'on a 30% de la surface agricole utile qui est en agriculture biologique, alors que la moyenne nationale est de 4,6%, je crois, cette année, selon l'agence bio. C'est combien de fermes ? C'est environ 1200 exploitations. Le nombre d'exploitations sur tout le territoire, c'est 1200 exploitations. Et voilà, et c'est environ aussi 30% des exploitations qui sont en bio. On est aussi un territoire où la dynamique de circuit court est très importante. Au niveau de la région Rhône-Alpes, on a un des territoires les plus actifs là-dessus. Et un territoire assez pilote sur ces questions-là, globalement. Et alors, comment on se pose la question dans la BioVallée, quelle politique vous développez donc sur le lien agriculture-alimentation en termes de modèle économique, comment vous avez construit votre action ? Donc, comme je disais, il y a 30 ans, il y a eu des politiques qui sont mises en place autour de la gestion de l'eau. Et progressivement, ces politiques ont mené à se questionner sur la qualité des sols et donc sur les enjeux nitrates, enjeux phytosanitaires, donc sur la question agricole. Et très rapidement, il y a eu des services agriculture dans les 3 collectivités locales qui constituent la BioVallée, ce qui n'est pas anodin parce qu'il n'y a pas des services agriculture dans toutes les collectivités locales. Donc là, ça a été un choix politique qui a été fait de s'intéresser à cette question, pas sous l'angle agricolo-agricole, pas sous l'angle par lequel on pourrait l'aborder dans la profession agricole, mais plutôt sous un angle comment est-ce qu'on intègre l'agriculture dans son territoire et quel rôle joue l'agriculture, comment est-ce qu'elle interagit avec les autres secteurs d'activité. Et alors, comment elle interagit ? Qu'est-ce que ça a développé ? Bien, du coup, progressivement, il y a plusieurs axes qui se sont mis en place. D'abord, travailler autour de la production agricole. Donc, production, c'est travailler à la fois sur le foncier, sur l'installation, et puis sur la production, sur le changement de pratique en agriculture. On travaille aussi, du coup, sur tout ce qui est dynamique de transformation et de commercialisation sur le territoire. Et puis, on travaille beaucoup avec la recherche. Et donc, depuis des années, il y a plusieurs actions qui sont en place, les unes un petit peu à côté des autres. Et depuis, on va dire, les années 2000, on a commencé à s'intéresser plus globalement à quelles sont les interactions entre ces différentes actions et comment les optimiser pour créer un cercle vertueux. Et donc, depuis 2014, on travaille sur cette question de système alimentaire et elle nous permet d'aborder, au départ, on l'a vraiment abordé comme un service agriculture, c'est-à-dire qu'on l'a abordé comment travailler sur toute la filière, comment faire le lien depuis la production jusqu'à la commercialisation des produits pour arriver à une équité où les agriculteurs de notre territoire arrivent à s'y retrouver en valorisant leurs produits à un juste prix et où les consommateurs puissent accéder à ces produits.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'aborder la question alimentaire, c'était beaucoup plus large que la question uniquement agricole. Ça nous a amené à travailler avec les autres secteurs déjà de la collectivité et puis de s'ouvrir au secteur de la santé, au secteur éducatif. Et comment on gouverne tout ça? Il faut inventer un peu, parce qu'on est quand même dans des collectivités. Enfin, une collectivité territoriale, c'est une institution qui a des codes, qui a des règles, et vouloir faire de la transversalité, ça veut dire un petit peu bousculer ça, ça veut dire sortir des politiques silos, et puis et aussi sortir un peu du chacun son rôle. C'est-à-dire que souvent, on peut identifier la collectivité comme financeuse et les associations comme accompagnatrices et les acteurs économiques. Enfin voilà, et en fait, il y a des nuances vraiment autour de ça. Et à partir du moment où chacun reconnaît le rôle de l'autre et l'intérêt de l'autre dans un travail commun, on se met autour de la table. Après, voilà, au niveau réglementaire, c'est compliqué parfois. Parce que quand on gère des financements publics, on peut être soumis à faire des mises en concurrence pour travailler avec certaines personnes, etc. Donc vouloir mettre tout le monde autour de la table dans une logique de partenariat, ça demande disons qu'on va plus vite dans ce qu'on aimerait faire que dans ce qu'on est capable de faire encore aujourd'hui. Bien, on reviendra un peu sur l'expérience. Nicolas Chaban, donc la marque du consommateur. Je veux dire, là, on n'est plus dans un territoire précis comme dans les deux exemples précédents où on sent le poids des bassins de population. Enfin, je veux dire, on est dans le physique, dans la liaison au sol, on pourrait dire. Vous, par contre, vous êtes dans une initiative qui démarre par de la consultation sur Internet. Racontez-nous un peu. Oui, le démarrage raconte bien l'histoire. Alors, il y a 2 ans, au moment des gueules cassées, on avait envie de faire et les gueules cassées, il y avait 2 volets d'action, et la marque du consommateur, parce que déjà, les consommateurs qui nous disaient « mais pourquoi on ne nous vend pas les légumes avec des petits défauts d'aspect, si en plus ils étaient moins chers, on les achèterait ?» C'était la CLCV à l'époque qui nous avait beaucoup rassurés à ce niveau-là. Nous disait, on voit des marques comme élu produit de l'année, saveur de l'année, bon, quand on regarde un peu derrière, qui se réclament des consommateurs, mais en fait, ce n'est pas vraiment des démarches de consommateurs. Est-ce que nous, aujourd'hui, conso, on n'aurait pas la possibilité, puisqu'on est acheteur, ce qui est un rôle clé, déterminant, même fondamental, est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre en amont de la sortie du produit? Et c'est comme ça qu'avec Laurent Pasquier, là, qui est le fondateur de Mégou, on a pendant 2 ans réfléchi, les gueules cassées ont pris beaucoup de place, et là, le 13 août, on a mis en ligne, au cœur de l'été, presque un peu volontairement pour le tester doucement, un questionnaire autour du lait, en se disant il y a une crise phénoménale, les producteurs n'arrivent pas à vivre de leur métier, est-ce que nous, consommateurs, on ne pourrait pas faire quelque chose? Et c'est comme ça qu'est née cette brique bleue, là, que peut-être vous avez vue, qui dit clairement les choses, ce lait rémunère au juste prix son producteur. C'est le message le plus important. Et comment est-ce qu'elle est née, cette brique? Elle est née parce qu'il y avait une réunion il y a quelques temps, et on a posé une question toute simple, une question de consommateur, en disant mais combien manque-t-il exactement sur 1 litre de lait pour qu'un producteur dans une situation dramatique et injuste puisse s'en sortir? Et là, on s'est rendu compte que c'était 5-7 centimes par litre. Quand on fait le ratio des 55 litres, 53 litres que nous buvons annuellement par habitant, on arrive à 3,50 €, 4 € par an. Alors on s'est dit, au moins qu'une brique existe, parce qu'on est avant cette brique et une autre initiative qu'il faut saluer, l'initiative de Faire France, on était en situation de ne pouvoir être que complice d'une situation qui, au bout, allait finalement dégrader la situation du producteur. Alors on s'est dit, on crée cette brique, on crée notre société, une COP, on crée notre marque, et on met un questionnaire en ligne en disant, est-ce qu'au-delà de ce cercle de premiers conso, il y en aurait d'autres qui seraient d'accord pour mettre ces centimes supplémentaires? C'est là qu'après un bonus énorme est arrivé, parce que ce n'était pas simplement du don. 4 €, je pense qu'on peut les mettre annuellement pour sauver cette famille tellement cruciale de producteurs. Et puis là, on s'est retrouvé à remplir un questionnaire, 7 questions simples. Première question, quelle rémunération êtes-vous prêt à donner aux producteurs? On a vu les centimes, puisqu'il y avait un prix de départ à 0,69 la brique. Si je choisis le cours mondial, le 0,69 ne bouge pas. C'est la brique qu'on peut acheter
et qui est vraiment catastrophique pour les producteurs. Si je rajoute un peu d'argent, 4 centimes, j'améliore un peu. Si je veux être dans un juste prix, je suis à 7 centimes de plus. Et si je veux payer des vacances aux producteurs, participer au fait qu'ils prennent un peu quelques jours, il y a une vidéo touchante sur Internet où il dit juste une semaine, quoi. C'est 2 centimes par litre, donc 1 euro par an. Qu'au moins on ait la possibilité, nous consommateurs, de l'acheter ou pas cette brique, mais qu'on puisse le faire. Et en dessous, la question, est-ce que vous souhaitez des vaches allaitables qui voient, est-ce que c'est important pour vous qu'elles voient du pâturage, 1 à 3 mois, 3 à 6 mois, et à chaque fois qu'on indexe un choix, on voit le prix augmenter plus ou moins. Garantie sans OGM, 3 centimes. Lait français, 1 centime. Fourrages locaux, luzerne, trèfle, apport en oméga 3, 4-5 centimes. Donc on peut, pour la première fois, sortir d'une situation qui était absolument dingue quand on y pense. Je suis en rayon, j'ai 2 laits, un plus cher, un moins cher. Je ne sais absolument rien sur les coulisses de ces 2 produits. Et finalement, je vais vers le moins cher et j'appuie sur un système qui dégrade par le bas, etc. Là, on a renversé, sans trop s'en rendre compte, on n'a même pas fait exprès, un système de push marketing qui, depuis des années, organisait tout. Et les consommateurs, qui ont accès en amont à ces critères, évidemment, n'ont plus besoin de pub, puisqu'ils ont choisi des critères en posant la brique de lait sur la table. On peut dire à ces enfants, il y a des fourrages locaux, les vaches sont 3 à 6 mois dehors dans l'année. Enfin, je vous fais la grâce de ne pas vous redire tout. Mais on connaît son produit. Donc c'est l'échange de quelques centimes de plus pour garantir au producteur qu'il puisse vivre de son métier contre une traçabilité des infos qu'on n'avait jamais eue. Voilà comment cette aventure toute simple, partie en août, a pris une importance complètement inattendue pour nous là. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous êtes devenu laiterie ou vous Non. sous-traitez? On a fait comme avant, c'est-à-dire comme on a toujours été petit, quand on est petit, on se tourne vers les autres en disant est-ce que vous pouvez le faire pour nous, parce que nous on ne peut pas le faire. Et ce modèle, ce no-modèle, fait que les gens, si l'idée est intéressante, après se mobilisent et disent ok, on va le faire. Donc là, il y a la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Je ne connaissais pas cette laiterie il y a 3 mois, il faut regarder comment travaillent ces gens-là. C'est très intéressant d'ailleurs. Depuis des années, LSDH paye plus cher que n'importe qui un lait, alors qu'il n'est même pas obligé de le faire. C'est la région de Mâcon. Voilà, non, c'est Orléans. Et c'est un dirigeant qui dit moi, je vois les choses comme ça. Il met ça au fronton de son entreprise en disant chez nous, l'humain est important. Et il est aujourd'hui un des acteurs les plus en vogue parce que ce qui avant était un peu des ingrédients RSE, des petites cosmétiques, des arguments cosmétiques dans les fins de rapport annuel, ça devient des arguments d'achat pour les consommateurs. Donc tout ça redescend vers le produit. Nous, on a pris un raccourci, on fait notre marque, on inverse le système, on décide des conditions et des critères en amont, et finalement, il y a un prix qui s'auto-décide. C'est un modèle auto-structuré par une relation un peu plus directe entre un élément, un critère, un argument du produit et le prix qu'il représente pour sortir du prix le plus bas sans arrêt. Alors là, ça va se développer comme ça avec toutes les laiteries qui veulent travailler avec vous. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui décide un peu? Qu'est-ce qui pousse? Voilà, comme finalement on n'est pas nous, on n'est pas producteurs. On a créé un concept avec des producteurs, avec des consommateurs au départ, des producteurs, mais des consommateurs. On devient un modèle digital, c'est-à-dire qu'un producteur supplémentaire qui veut bénéficier du système se présente, un distributeur. Incroyable l'engouement des distributeurs. On pensait qu'ils allaient regarder, tourner autour, peut-être nous décourager un peu. Carrefour a complètement devancé tout le monde, nous a appelés même quand on ne les appelait pas. Là, il va y avoir l'info qui va sortir, mais il y a 4 autres distributeurs qui ont dit, mais bien évidemment, amener les produits dans nos rayons. Parce que c'est évidemment des produits qui répondent aux attentes des consommateurs. Donc on voit que les distributeurs avancent, les producteurs sont ravis de bénéficier du système, et puis là on a eu les premières ventes, mais je vous le dis en spectateur vraiment, et pas en autosatisfaction, ça serait complètement idiot, il y a eu 500 000 litres de lait en 15 jours, vendus dans seulement 2 régions, dans une marque inconnue, dont on a un peu parlé dans la presse, mais qui n'a pas les moyens des autres pour faire de la publicité à la télévision, et puis on n'en a pas parlé, l'acteur, l'élément central, ou un peu parler quand même, le consommateur,
qui, avec les réseaux sociaux, relaie. Il n'a plus besoin du journal de 13 heures. Il donne une info, il se rend compte qu'à côté de chez lui, on pense la même chose, puis ça prend des dimensions complètement folles. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont permis ce démarrage, enfin nous tous, hein, parce qu'on n'est pas schizophrénique, on est un peu dans l'histoire, mais c'est nous, les consos, qui prenons finalement différemment en main une part de notre consommation. Et il y a un retour des consommateurs du départ, des 7 ou 8 000 personnes que vous avez consultées? Voilà, alors le 13 août, questionnaire en ligne. On a juste oublié d'aller solliciter le fichier de mes goûts, par exemple. On a laissé les choses se faire. Et il y a 7000 personnes, 6850, qui ont rempli les 7 questions, dit ce lait à ce prix, je l'achète. Et ces 7000-là, qui partaient dans une inconnue, ils deviennent prescripteurs. Et là, on a mis 2 nouveaux produits en ligne. En 3 jours, il y a eu 1500 personnes qui ont validé. Donc on voit bien que même sans la presse, même sans les consommateurs qui se parlent entre eux via les réseaux sociaux, sont capables sans doute de changer bien des choses, pour le dire avec un euphémisme. Donc vous avez une stratégie de développement d'autres produits comme ça? Voilà, ben c'est les consos, là, nous on se laisse faire. Ils ont demandé un jus de pommes, alors ça c'est les producteurs. En Alsace, tout le monde arrache les arbres parce qu'il manque 9 centimes sur des pommes à jus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les choses comme ça? On fait le jus, on dit ok, on rajoute les centimes, mais en échange, dites-nous comment sont traitées les pommes, on va choisir d'ailleurs, on rentre dans le cahier des charges, dites-nous qui est derrière, qui touche ces centimes, parce que c'est garanti, il faut qu'il y ait le nom des producteurs, la fiche de paye, on veut absolument avoir toutes ces garanties, et donc il y a un jus équitable qui va sortir. Et puis là, plus étonnant, une pizza. Alors bon, la pizza équitable, c'est moins un glamour. Mais pourquoi? Parce que là, les consommateurs ont dit, voilà un produit vendu, les pizzas surgelées. Et là, on est dans cette découverte, mais incroyable. On se dit, mais un jour, nos enfants nous diront, mais vous mangiez des produits sans savoir la moindre chose sur eux, quoi. C'est absolument fou. Alors là, on a dit, en amont, tomates, peu d'importance, alors c'est pas cher, hein, industriel, française, d'une région donnée avec un peu plus de goût. Le fromage, est-ce qu'on rappelle qu'il est, c'est du fromage à base d'amidon, là vous avez en haut, alors c'est le moins cher, hein, mais si vous rajoutez quelques centimes pour un vrai fromage, vous avez le choix de le faire. Et voilà comment tous les ingrédients se déclarent, se dénouent, on choisit, on valide le prix à un cahier des charges et on dit à ce prix-là j'achète. Et voilà, et comme ça on va créer une série de produits, on l'espère, équitables et durables. Véronique, la brique de lait, on va la voir dans les épiceries solidaires? Mais la brique de lait dans les épiceries solidaires, pourquoi pas? Et le seul souci qu'on a face à cette brique de lait, c'est par contre l'accessibilité à tous à cette alimentation. Parce que cette brique de lait, certes, donc là, c'est très très bien, elle est payée plus cher au producteur, mais le producteur de lait, il touche aussi des aides. Quand on parle de juste prix, c'est un petit peu compliqué parce que c'est quoi le juste prix? Est-ce que c'est le prix avec les subventions, sans les subventions, etc. Donc cette brique de lait, oui, si on arrive à maintenir donc un achat, si l'aide alimentaire peut demain continuer à devenir un acteur économique local et que du coup, plutôt que de laisser cet argent donc, avec des gros appels d'offres, etc., et l'acheter à l'international, parce que forcément, si j'achète le lait à l'international en Chine ou comme les haricots verts, nous on les a vus arriver. Je vous interromps, vous êtes en train de nous dire que le lait de l'aide alimentaire en France, c'est un lait international? Alors, sur le lait proprement dit, je ne sais pas, mais par exemple, les haricots verts, nous, on a vu les boîtes d'haricots verts, ils étaient plantés en Chine et ils venaient dans l'aide alimentaire française, tout simplement. Je le comprends, hein, parce qu'on fait du volume, parce que les personnes, on les nourrit. Le problème actuellement dans l'aide alimentaire, c'est qu'il faut faire du poids. Il faut avoir du tonnage. Or, ce qui a été dit encore ce matin, c'est qu'on ne nourrit pas des ventres avec du tonnage, on nourrit avec de la qualité, avec des aliments, avec des bons produits. Et du coup, en effet, le haricot vert qui arrive, on ne regarde pas du tout le coût carbone, hein, le haricot vert qui arrive de Chine est forcément au moins 4 fois moins cher que le haricot vert du petit producteur, mais qui malheureusement, comme on ne l'achetait pas à un prix loyal juste à côté de nous, il venait à l'aide alimentaire. Il faut rajouter une chose, c'est qu'il faut l'expliquer. Moi, je dirais oui, oui. Hein. Bon, toi, tu dis un peu oui, non. Bon, mais moi, je dirais oui, oui, parce qu'il faut l'expliquer. C'est pareil pour les producteurs. La pêche est absolument dégueulasse. Elle est toujours dure parce qu'il faut qu'elle résiste en rayon, etc., etc.
Vous faites un questionnaire renversé, vous dites est-ce que le producteur fait 3 passes, il ramasse tout dans le camion et ça coûte moins cher mais c'est pas mûr, ou est-ce qu'il attend que ça mûrisse, on ramasse le haut de l'arbre puis on descend de soleil vers l'ombre, etc. Bon. Si on explique au consommateur que c'est quelques centimes de plus parce qu'il y a 8 passes à faire, il repère que ce produit a fait cet effort-là, donc les centimes supplémentaires, il peut les identifier, et c'est là où le juste prix, c'est un juste prix qui met en relation les centimes supplémentaires avec des arguments, parce que c'est ça qui va rémunérer un producteur. Donc c'est vrai que ça va dans le sens de ta démarche. Et par rapport à ça, moi, ça me fait penser à c'est mettre en place des solidarités locales, dans le sens où nous, on travaille beaucoup quand on travaille sur la restauration collective, par exemple. La question des haricots verts, on l'aborde avec les enfants dans des activités pédagogiques, on l'aborde avec des parents dans des lettres d'information, des choses comme ça, sur quel est le vrai prix. Quel est le coût de revient, etc. Et quand on a travaillé aussi avec les structures de l'aide alimentaire de notre territoire dans le cadre du programme Système alimentaire innovant, parce que là, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'actions où on essaye de toucher l'ensemble des publics. Et cette question-là du prix, elle est très peu... souvent, ça s'arrête à ouais, mais c'est trop cher pour nous et de toute façon, c'est pas accessible pour l'épicerie. Et quand on parle avec des bénévoles ou avec des personnes qui sont en charge de ces structures et qu'on leur dit qu'en fait, les agriculteurs qui produisent ces produits-là sont eux-mêmes bénéficiaires des minima sociaux et pourraient être les destinataires de l'aide alimentaire, ça touche à des choses qui sont beaucoup plus... en fait, le principal frein à une alimentation durable, il n'est peut-être pas uniquement économique, il est souvent... à mon sens, et d'après l'expérience de ce que je vis, de ce que je vois, vraiment culturel, d'éducation, et c'est là-dessus aussi qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui tout au long de la journée. Hein. Ne pas parler d'agriculture bio ou d'aller vers l'agroécologie, mais plutôt parler de quel est votre problème et comment est-ce que très techniquement on peut l'approcher quand on parle du changement de pratique chez les agriculteurs. Enfin voilà, c'est poser le... je pense sur notre territoire, on a beaucoup d'agriculteurs bio, mais en fait, tout l'argent qu'on met et toute l'énergie qu'on le met, on le met pour les autres. Parce que si on veut que les gens aillent vers du mieux, il faut accompagner ceux qui en sont le plus éloignés. Et du coup, voilà. Merci Perrine. On va vous donner la parole. J'imagine qu'il y a plein de questions sur ces belles expériences-là. En termes de modèle économique, on a vraiment des gens dans le cambouis et qu'on triomphe là. Hein. Donc, Et on est dans les temps, Gilles, grâce à toi, bravo. Voilà. Mesdames, Messieurs. Oui, une question là-bas. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Françoise de Ruffignac, je suis conseillère départementale en Charente-Maritime et responsable d'un projet en tant que vice-présidente en charge de l'agriculture sur les circuits courts et les produits locaux. Donc voilà, nous aussi, on est en plein dedans. Alors je voulais poser une question peut-être un petit peu provocante par rapport à la brique de lait. Parce que, alors, il y a eu un petit peu un bout de réponse par dame qui est à votre gauche, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la vente de ces briques de lait dans les GMS, avec cet engouement des GMS pour dire oui, c'est très bien, on va vendre vos briques de lait, c'est pas une façon pour eux de se donner bonne conscience, alors que ça fait des années et des années qu'ils vendent à très bas prix un lait pour lequel ils auraient pu rémunérer correctement les producteurs et on ne serait pas dans cette impasse au niveau des producteurs laitiers, mais des autres producteurs de manière générale. Je peux poser une question qui continue celle-là, Francis Charon. Je voulais vous demander justement avec ces gens qui distribuent le lait, comment vous négociez les marges? Parce que vous vous retrouvez finalement en phase 2 et dire voilà, j'ai mon lait à 99 centimes. Et là, est-ce qu'il y a une négo avec eux ou comment vous allez les chercher, ces distributeurs? Non, il y a une marge. La suite. Il y a une marge qui nous paraît raisonnable, qu'ils acceptent. D'ailleurs, Carrefour prend moins que sur CMDD, sur ce produit, là, pour répondre à cette question. Et pour répondre à cette question très intéressante, j'espère qu'ils ne nous entendent pas, mais non, c'est une boutade, mais les producteurs de lin, les 80 familles, en juin, ils sont allés donner des 4x3 à tous les magasins. Ils étaient payés 20 centimes du litre par un Italien qui payait. Voilà. Et en novembre, la moitié des familles s'arrêtaient. Ils étaient en dépôt de bilan. Donc là, la seule façon de pouvoir leur apporter une aide, c'était de vendre massivement leur lait. Donc évidemment, on est tout à fait lucide du fait que ça a amené quelque chose de positif. Carrefour s'est retrouvé
valoriser. Mais à la fois, on a posé des conditions, très gentiment, on n'a pas fait de bras de fer, mais on a dit, on vous amène aussi quelque chose de très intéressant, engagez-vous sur tout le lait. Donc là, ils ont pris cet engagement, donc on a eu ce poids possible. Les producteurs ont une visibilité, non pas marketing sur 2 mois, mais sur au moins 2 ans. Et je dirais que c'était la seule façon, en vendant massivement ce lait, de les sortir économiquement de la situation dans laquelle ils étaient. Ils ne pouvaient pas attendre, même si nous, on adore les modèles de circuit court. Et finalement, est-ce qu'un jour, ce n'est pas une grande campagne d'affichage 4x3 qu'on est en train de faire avec la grande distribution aussi? Ça fait connaître la démarche, ça fait connaître le système. On a tout loisir après de le compléter, on va déjà le faire, par des circuits plus courts et d'autres formes de distribution. Mais c'était l'urgence liée à une situation dramatique côté producteur qui aussi nous a amené à cette bonne solution, si on veut la regarder sous tous les angles. Frédéric? Je cherche un bras levé. Voilà, vous êtes juste à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Noélie Justin de Loi de Développement Durable. Merci pour ces initiatives qui sont très intéressantes. Une petite remarque pour compléter. Je ne pense pas que... Enfin, vous n'aurez peut-être pas nécessairement la réponse maintenant. Aujourd'hui, là, on s'adresse uniquement au prix de l'aliment. On n'a pas du tout intégré la multifonctionnalité de l'agriculture, à savoir qu'un agriculteur, certes, il va produire une pomme ou un litre de lait, mais en mettant en place des pratiques agricoles plus durables, il va aussi contribuer à d'autres impacts socio-économiques, parce que sur des effets de santé publique, par exemple, sur des effets de préservation environnementale. Donc, dans la juste rémunération de l'agriculteur, en tout cas, et sur l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'au consommateur, je pense qu'il faudrait aussi intégrer tous les services qui sont connexes que propose l'agriculture. Ouais, alors, c'est étape par étape, mais c'est par exemple, il y a des fraises qui arrivent là. On ne pouvait pas expliquer pourquoi une barquette de fraises... Alors, il y a du Bordeaux à 2 €, d'autres à 12, mais il faudrait que toutes les barquettes de fraises, qu'elles soient hors sol, pleine terre, en agroécologie, bon, tout le monde a l'impression que c'est un seul produit. Là, on va faire de la solarisation, vraiment une préservation de la vie biologique des sols. On va expliquer pourquoi cette fraise est un peu plus chère, mais aussi pourquoi elle est meilleure et pourquoi elle fait ces efforts-là. On va laisser le consommateur en face d'un choix. Nous, on l'a déjà fait. Est-ce que je passe de 2,20 € à fraise basique hors sol avec une catastrophe à tout niveau, ou est-ce que je bascule à 3,10 €? C'est psychologique finalement, c'est quelques centimes. Ils sont rien à côté de ce qu'on peut gagner, mais il faut expliquer. Si on n'explique pas, on n'a aucune possibilité de faire le pas, me semble-t-il. J'aurais, Véronique, Oui. sur cet aspect, quand même, que vous avez travaillé là-dessus, sur Oui, le tout à lien fait. santé. Tout à fait. En fait, on n'a pas eu le temps de développer ici, mais en fait, c'est une question globale. Et c'est très compliqué aussi, d'ailleurs, de travailler avec les collectivités territoriales dans une problématique globale. C'est la santé, c'est l'environnement, c'est aussi le maintien d'un tissu social rural, c'est nos paysages, c'est une multitude de choses. Et le gros problème, c'est qu'on a tendance toujours à nous sectoriser. Et je vois, on a eu un gros copil où on nous a dit, mais vous, il faut choisir. Et on disait, mais on ne peut pas choisir, puisqu'en fait, la problématique, elle est complexe et elle est globale. Et du coup, vous vous retrouvez, lorsqu'on a des projets tels que les nôtres, alors je ne sais pas si ma collègue à côté le ressent, mais c'est des patates chaudes que les institutions se repassent en disant, ah non, mais c'est pas moi, c'est du social. Ah non, c'est pas moi, c'est de l'agriculture. Ah non, c'est de l'environnement. Non, c'est de l'économie sociale et solidaire. Enfin, je peux vous en faire... Perrine. Par rapport à cette remarque, ça rejoint une intervention qu'on a eue ce matin de la personne qui faisait de l'agriculture et qui soumettait la possibilité que les aides de la PAC soient aussi conditionnées en fonction des services rendus par les agriculteurs. Et je pense que c'est vraiment des questions qui vont se poser de façon de plus en plus prégnante, parce qu'aujourd'hui, on voit bien les attentes et les demandes des consommateurs sont de plus en plus importantes, et il ne faudrait pas que les agriculteurs se retrouvent seuls derrière à gérer ça, parce que là, on ne leur demande pas uniquement de nourrir, on leur demande aussi de préserver, on leur reproche beaucoup de choses. Donc du coup, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, et peut-être qu'il y a une piste sur la répartition des aides, en plus de la question du prix, pour que ce ne soit pas uniquement sur le consommateur aussi que ça...
a priori, dans tout ce que vous dites, ça veut dire aussi qu'on ne les laisse pas tout seuls, les agriculteurs. Je veux dire que dans cette démarche de revoir les systèmes alimentaires, agriculture incluse, ça veut dire qu'il y ait très largement des gens comme vous, dans vos activités, devaient être associés à la réflexion sur une politique agricole, non? C'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai cette idée. Il ne faut pas faire peser les centimes supplémentaires sur le consommateur, je suis absolument d'accord. Mais si on prend une seconde pour faire le bilan, 4 € de plus par an, avec en retour, après il faut le mesurer, je sais qui fait mon lait, je connais le nom des producteurs, je sais comment ils travaillent, je sais qu'il n'y a pas d'OGM, je peux appeler même le producteur si je veux, je sais que les vaches pâturent, je sais ce que je donne à mes enfants puisque j'ai toute l'histoire du produit. Et en plus, est-ce que ce n'est pas une part du plaisir de la consommation? Je sais que j'aide des producteurs à l'autre bout à faire bien leur métier, à faire un produit de qualité, 4 € par an. Donc cette notion-là, il faut la mettre en perspective. Que de la charité, ça n'aurait pas marché, c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Mais là, c'est un donnant-donnant plus équilibré. Une question là, Gilles, ici. Bonjour. Bonjour, je suis Lélio, des Marines Volantes. On a un petit restaurant à Paris depuis 4 ans et on essaye de mettre en place une alimentation durable au quotidien. Il y a une question dans la lignée de ce qui vient d'être dit sur le bio, tout simplement. Je me demandais pourquoi ça n'avait pas été une des choses qui avait été envisagée. Je sais bien que c'est long de se convertir, mais dans le choix de la marque du consommateur au début, de dire ben voilà, c'est plus combien de centimes justement pour avoir ce critère-là. C'est quand même un des grands sujets qui vient régulièrement pour l'ensemble de l'alimentation durable, de dire le bio c'est trop cher, oui, non, ça dépend comment, ça... Et je me demandais quelle réflexion vous avez eue là-dessus et de la même manière, quel écho il y avait dans l'aide alimentaire. La bio-vallée. À l'aide alimentaire, nous, on a autant de bio que de conventionnel. Hein. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, au début, les premiers temps, ils se sont étonnés. Et ils ont dit, c'est pas du vrai bio qu'on nous amène. Hein. Donc, ils se sont même questionnés en se posant... voilà. Mais nous, le produit, c'est le même que je consomme, que le chef cuisinier consomme et qu'ils ont dans l'aide alimentaire. Oui, et par rapport à la question du prix du bio, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit sur la décomposition du prix. Faire comprendre que, ici, quand on se promène dans Paris, on voit du bio à des tarifs qui sont parfois très élevés. Nous, il nous arrive de trouver du bio à des tarifs beaucoup plus bas. On parlait, il y a Boris tout à l'heure qui présentait l'initiative de VRAC et il arrivait aussi à tirer des tarifs qui restent corrects. Et donc, après, c'est la question de la décomposition, de quelle part du prix va à qui, où et comment s'organiser pour rendre accessibles ces produits-là. Une question. On n'a pas pu proposer le bio parce que les producteurs avaient 11 novembre comme échéance finale. Ils n'auraient pas pu passer évidemment par la conversion. C'est la seule raison qui a fait qu'on n'a pas proposé le bio. Et là, sur le jus de pomme, il y a l'option bio, évidemment, en plus, qui est proposée. Mademoiselle. Oui, bonjour. Bonjour, Laurine Azoulay, association Polynice. Ma question porte sur l'accessibilité, notamment la diversité des formes d'accessibilité. Aujourd'hui, les GMS se multiplient. On se retrouve par exemple à Paris avec un nombre record de grandes et moyennes surfaces au kilomètre carré. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à creuser du côté de la diversité de l'offre, pas en termes de produits, mais en termes d'acteurs? Et du coup, comment on pourrait aussi agir pour protéger ces petits commerces qui apportent une diversité également et aussi du lien social? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique derrière aussi à encourager J'étais en train de susurrer à Perrine sur l'expérience de la bio-vallée, donc sur l'ampleur qu'il y a territorialement. Voilà, si elle avait des éléments de réponse sur la protection du commerce de proximité, sur les marchés, sur comment ça se passe chez vous. Alors, on peut en tirer des règles, c'est ce que demande Madame. Chez nous, on a environ 12 marchés hebdomadaires sur un territoire d'une cinquantaine de communes.
Il y a 4 AMAP, 4 magasins de producteurs, les points de vente collectifs des producteurs, donc il y a une concentration importante de ce genre de structure. Et on a aussi deux intermarchés qui sont sur le territoire, dont l'un vend le plus de produits locaux et de produits bio au niveau national. Et nous, au niveau moi, au niveau de mes élus, en tout cas, qui sont agriculteurs, cette question, elle est prégnante de savoir est-ce qu'on se rapproche de la GMS quand on veut travailler sur l'accès à l'alimentation pour tous, quand on veut travailler sur les systèmes alimentaires, et comment travailler en fonction comment travailler avec quels acteurs. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, si ce n'est que jusque-là, les différents systèmes coexistent et que ça fonctionne très bien, mais néanmoins, ça pose quand même des questions, parce que je pense qu'on n'a pas encore atteint le seuil où les différents systèmes se font vraiment concurrence. Et aujourd'hui, dès qu'un point de vente collectif se monte, il continue de bien fonctionner, de faire un bon chiffre d'affaires. Donc je pense que la question pourra se poser à un moment donné où la concurrence sera plus importante. Ça pose aussi, peut-être, je la pose à votre droit, une question des habitudes de consommation, hein, parce que je pense à votre exemple, mais je veux dire que c'est vrai qu'aller revenir au marché, hein, qui était un peu en perdition, quand on fait le marché, on voit bien quand même la relative jeunesse de la population des marchés, hein, c'est pas jeune, sans parler du niveau d'accès économique, aller à la Biocoop ou aller à Intermarché, c'est pas tout à fait pareil. Je veux dire, mais par contre, c'est pas non plus le même temps qu'on y consacre. Donc voilà, il y a aussi ce travail-là. Vous travaillez sur les habitudes de consommation, de l'acte d'achat finalement, pas seulement sur sa hauteur de prix. Alors, au niveau des bénéficiaires de l'aide alimentaire, malheureusement, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas trop, eux, le choix. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose d'assez contraint. Après, je crois que les mangeurs, ils sont tous pluriels. Et que de la même façon qu'ils vont aller un coup au marché, un coup, ils vont aller vite au supermarché, puis une autre fois... Voilà. Donc, je pense que quand même, il faut que ces produits puissent se retrouver un petit peu partout pour qu'ils puissent aussi avoir le choix de les acheter à différents endroits. On fait une dernière question, peut-être ? Hein, je vois que ça bouge là. Alors, c'est un monsieur. Toute petite dernière. Ah oui, vous, il y avait une question en attente depuis tout à l'heure, c'est vrai. Alors monsieur ou madame là-bas. Bonjour. Question courte, réponse courte. Oui, bonsoir. Christophe Alliot du BASIC pour une analyse sociétale, pour une information citoyenne. On a discuté tout à l'heure du prix du lait notamment et la question des subventions. On a fait une étude il y a 2 ans qui revenait sur la question des dépenses qui sont reportées sur la société qu'on paie à travers nos impôts, qu'on paie à travers la sécurité sociale, que les individus prennent en charge, notamment les agriculteurs. Une estimation à minima donnait qu'on pouvait compter que sur 1 euro un euro de lait qu'on paye, on a à peu près 28 centimes qui sont pris en charge de dépenses réelles, hein, pas de choses théoriques, tous les ans, et qu'on paye de notre poche à travers nos impôts locaux, à travers le reste des choses. Du coup, je voulais vous questionner sur cette prise en compte qu'il faudrait avoir des dépenses qui sont reportées de cette partie un peu occulte du prix au quotidien. Et puis, tant qu'on y a une deuxième question sur la gouvernance, peut-être vous nous dire un petit peu plus, vous disiez tout à l'heure que vous étiez une COP, est-ce que c'est ça? En tout cas, quel est le statut de la marque du consommateur sur cette question de gouvernance, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des modèles alternatifs, notamment c'est le cas de Biocoop, mais ce n'est pas le seul, où les producteurs sont copropriétaires et sont dans les instances, dans la gouvernance, ont des parts sociales. Est-ce que c'est votre cas aussi, ou est-ce que vous voulez aller dans cette direction-là? Réponse aussi courte. Courte pour le premier schéma, donc il faudrait tellement de temps que c'est trop compliqué, mais cette évolution, si c'est un choix collectif, il est rendu possible parce qu'on va avancer étape par étape. Le deuxième, c'est une SKIC, donc c'est une coop dans un modèle d'intérêt collectif, volontairement, 1 euro, une action, pour qu'il n'y ait pas une question de financement, mais plutôt une question de, voilà, c'est ma marque, je suis actionnaire de cette marque, je sais comment elle fonctionne, je sais où va l'argent, qui en profite. Donc il faut qu'on se rassemble dans ce type de structure à côté des producteurs, à partir du moment où ça nous correspond et où c'est un choix qu'on fait individuellement. Mais voilà, c'est une SKIC. Le mot n'est pas très joli. Mais... Ou SIC. Il y en a qui disent SIC. Il faut dire SKIC. Alors, bon, alors SKIC. Dernier mot, monsieur. Oui, Jacques Mathieu, toujours paysan. Je ne reviendrai pas sur le Nutella, hein, mais je dirais à madame, mauvais pour la santé, mauvais pour le climat, etc. Je suis un peu gêné en tant que paysan parce que... J'applaudis, hein, c'est très bien ce que vous faites, mais c'est vrai que, oui, en tant que paysan, ça fait charité, quoi.
Et ce que je voudrais dire, c'est que nous, on veut vivre notre métier, c'est tout. On ne demande pas plus, on ne demande pas de charité. On demande une politique publique de l'alimentation. Elle n'existe pas aujourd'hui. On a une politique agricole commune, mais pas de politique de l'alimentation. Donc on en veut une. Et je redirais, avant d'aller vers les GMS, déjà qu'on ait les marchés publics. On a parlé des cantines tout à l'heure. 66% de la viande bovine utilisée en restauration collective, elle est importée. C'est des vaches laitières de réforme. Donc ça vient des fermes-usines d'Allemagne, par exemple, et de partout en Europe. Donc là, des bêtes qui ne voient jamais le jour, hein, jamais ils ont vu de l'herbe, etc. C'est une catastrophe. Nous, on vend nos veaux. Vous savez qu'on vend nos veaux à l'export, de qualité en montagne. On fait une super qualité, ça part à l'export à 2 € le kilo. Voilà, quoi. Ça c'est là. Et ça, c'est pas à nous. On ne demande rien. C'est aux consommateurs à se bouger. Donc vous le faites, c'est très bien. Voilà, continuez. Après, par rapport à ce qui a été dit précédemment, la relocalisation, quand même, c'est un mot fort de la Confédération paysanne. Ça fait 30 ans qu'on en parle, depuis qu'on existe. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, quoi. Je veux dire, il faut entendre relocalisation. D'ailleurs, d'accord, c'est très bien pour les paysans au niveau local, on aura un peu plus de plus-value, etc. Mais c'est surtout par rapport aux pays du Sud. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On exporte des matières premières à bas coût, on ruine les paysans au Sud. C'est vraiment catastrophique. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a entre 800 millions et 1 milliard de gens qui crèvent de faim au quotidien. Donc, c'est ça aussi. C'est aussi par rapport au réchauffement climatique qu'il faut relocaliser, quoi. Transition énergétique, il serait temps. Tous ces transports qui vont dans tous les sens. Là, j'ai parlé de la viande bovine en restauration collective, mais c'est tout comme ça, c'est catastrophique. Donc, relocalisation, c'est ça. Et c'est pas la charité, c'est pas, à la limite, vous le voyez, on n'est plus que 500 000. Vous le verrez demain, si vous voulez quelques fermes-usines et consommateurs, ben voilà. Donc il faut réfléchir quand on achète. Tout est là, quoi. Merci pour le témoignage. Bien. On va finir là, je pense. J'ai mes 2 oreillettes qui complotent. Hein, voilà, le verdict est là. On va être obligé de vous quitter. On vous remercie de votre attention. On vous remercie de votre participation. Voilà, je conclurai peut-être juste avec par rapport... un avis personnel, hein, de l'animateur sur l'alimentation et les aliments, les nutriments. Moi, je livre à votre réflexion. On a beaucoup parlé de termes et de vocabulaire. Je préfère très nettement celui de nourriture, parce que l'alimentation, ça me fait penser au circuit électrique ou à la machine qu'on gave, et que la nourriture, ça porte derrière le plaisir qu'on a à partager des repas et les cultures alimentaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous.